Merci pour cette introduction. Donc bonjour à tous et à tous. Je commencerai par dire le plaisir que nous avons à être ici aujourd'hui et à faire cette présentation des personnes qui sont centrales dans notre projet de recherche. C'est quand même une situation assez particulière parce que on va tenter de parler de vous, ou en tout cas de ce qui ressort de vous dans les entretiens que nous avons pu mener dans le cadre de cette recherche. De plus, dans la salle se trouvent normalement quelques personnes qui ont participé à la recherche elle-même par le biais d'un entretien. Et pour nous, cette présentation, c'est un premier pas de remerciement pour ces personnes qui ont donné de leur temps pour la recherche, en rendant compte de ce qui ressort, de ce qu'ils nous ont dit, de façon globale, de ce qui ressort des entretiens. Je précise aussi, avant de commencer, qu'il s'agit d'un travail en cours. Nous sommes en pleine analyse. Les données que nous avons récoltées sont très riches. Ça va nous prendre du temps pour faire ressortir pleinement nos analyses. J'aimerais aussi excuser l'absence de Nadia Lamamra, pardon, elle ne va pas aimer cette erreur, de Nadia Lamamra, responsable du projet qui aurait beaucoup aimé être là, mais qui n'a pas pu l'être. Elle m'a demandé d'excuser son absence, et en particulier auprès des formateurs et formatrices qu'elle a rencontrés dans le cadre de la recherche. Je salue aussi Roberta Bezzozzi et Jeanne-Marie Chablot, qui travaillent actuellement sur la recherche et qui ont aussi participé à la préparation de cette présentation. Donc, pour débuter cette présentation, que nous avons intitulée « Au cœur du système, les formateurs et formatrices en entreprise », donc qui est clairement aussi dans le sujet, on a beaucoup entendu les termes de personnes clés au cœur du système, donc on est dans cette démarche. Je vous propose le plan de ce dont nous allons vous parler. Donc premièrement, je vais vous donner quelques éléments de contexte sur le projet qui préciseront aussi le pourquoi nous avons lancé cette étude. Je présenterai le projet dans ses grandes lignes, parce qu'on a aussi la notion de temps, là, il faut gérer notre temps aussi, même si on va parler de temps. David reprendra ensuite le flambeau pour présenter les premiers résultats. Donc aujourd'hui, nous avons choisi de nous focaliser sur certaines contraintes, tensions, mais aussi les ressources rencontrées par les formateurs et formatrices en entreprise, à travers des thèmes qui ressortent de façon forte de l'analyse des entretiens, à savoir la tension produire-former, on en a déjà parlé un peu en introduction, les enjeux de reconnaissance et les satisfactions. Je finirai par quelques perspectives d'analyse et pistes de réflexion et d'action. Pour entrer dans le vif du sujet, il nous a semblé parlant de citer directement une formatrice interviewée dans le cadre de la recherche, ici le responsable de formation, qui pointe le manque de connaissances dont souffre cette fonction, et qui était aussi, je crois, et ça a été dit par Madame Caprani, une des motivations à organiser cette journée. Et vu le nombre de personnes présentes aujourd'hui, ça me semble répondre à un besoin par rapport à ça. Donc je lis le début, je pense qu'on parle dans les médias, on parle beaucoup de l'apprenti, mais on oublie beaucoup les formateurs. Parce que c'est un investissement qui est autre qu'un investissement professionnel, quel qu'il soit même. La personne qui est à côté de l'apprenti, le jeune, c'est un jeune, on a tous été jeunes. On ne peut pas être juste formateur d'un métier, on est automatiquement impliqué un minimum émotionnellement, etc. Donc 3 éléments me semblent centraux ici. Premièrement, le manque de connaissances, accompagné parfois d'un manque de reconnaissance au sein de l'entreprise, on verra ça plus clairement tout à l'heure, pour une fonction dont l'investissement dépasse la transmission d'un métier. Donc on a d'un côté une fonction qui demande un fort investissement, ici est mentionné l'aspect émotionnel, on verra d'autres aspects tout à l'heure, et de l'autre le manque de connaissances et de reconnaissance. Et c'est ce décalage justement qui a été le point de départ du projet. Donc, outre un précédent projet de recherche qui portait sur les arrêts d'apprentissage et qui mettait en évidence l'importance de la relation entre les apprentis et le formateur de façon négative, parfois comme raison, participant à la raison de l'arrêt, mais surtout comme soutien dans des situations d'arrêt d'apprentissage. On peut aussi mentionner quelques constats de départ qui peuvent être faits. Je ne vais pas rester trop longtemps parce qu'on a déjà pas. M. Savary a aussi mentionné ça, dans le sens où le système dual, il repose largement sur les entreprises formatrices, mais en même temps, c'est un parent pauvre. En tout cas, par rapport à la recherche, il y a très peu d'études qui portent sur les entreprises formatrices. Les travaux existants, ils sont plus dans une approche quantitative, et portent sur la motivation des entreprises à former, sur les coûts-bénéfices à former des apprentis. Et il y a très peu d'études qui portent sur les entreprises formatrices, mais surtout sur les piliers du système, les formateurs et formatrices en entreprise.
Il y a aussi un manque de données, Madame Caprani l'a mentionné, un manque de données statistiques à ce sujet. Donc, je peux aussi mentionner quand même les études de Laurent Filetta, qui interviendra plus tard, qui portent sur les formateurs d'entreprise. Donc, peu d'études pour savoir qui sont ces formateurs et formatrices, que font-ils et comment. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé cette recherche, parce qu'il nous a semblé important de voir de près le quotidien de ces acteurs clés, de comprendre leur situation, leurs contraintes, leurs difficultés, leurs ressources. Et c'est ce que nous faisons dans le cadre de cette recherche en optant pour une approche qualitative. Et je vais y revenir. En quelques mots, merci Isabelle d'avoir donné le titre de la recherche, j'ai besoin de le redire. Je voulais, pour cadrer un peu le projet, pour que vous ayez une vision globale, puisqu'après on va s'intéresser vraiment à des choses plus précises, vous donner les questions de recherche du projet, mais sans entrer dans les détails. La première, elle se focalise sur les trajectoires des formateurs et formatrices en entreprise. C'est l'objet d'une thèse de doctorat menée par Roberta Bezzozzi. Donc la façon dont les formateurs arrivent à cette fonction, comment ils passent d'employés à formateurs, comment ils passent de la production et à la formation. La deuxième, c'est la question sur laquelle nous allons nous focaliser aujourd'hui, porte sur le quotidien des personnes formatrices, avec un accent particulier qui est mis sur les contraintes et les ressources qu'elles et ils connaissent. Et la troisième s'intéresse à un autre aspect, à savoir la façon dont elles et ils socialisent, préparent les jeunes à leur entrée dans le monde du travail. On va moins s'intéresser à ça, mais on pourra y revenir si vous voulez dans la discussion. On a dû faire des choix. Au niveau des données, donc je ne vais pas nécessairement revenir sur le cadre théorique du projet, mais si vous le désirez, on est aussi à disposition pour en parler. Il nous a semblé plus intéressant de revenir sur le cadre méthodologique afin de présenter les données qui sont à la base de notre travail. Donc, comme vous le voyez, on travaille sur différents types de données. Pour les mentionner rapidement, on a travaillé sur des données cantonales, où on a demandé aux autorités cantonales, aux services cantonaux de formation de différents cantons de Suisse romande de nous donner les données qu'ils avaient par rapport à leurs formateurs et formatrices en entreprise. Ça sera un travail en cours. Mais déjà, dire par rapport à ça qu'elles sont souvent assez lacunaires et très différentes d'un canton à l'autre. Donc il y aurait vraiment un travail à faire à ce niveau-là aussi pour savoir qui sont ces formateurs et formatrices en entreprise. Aussi des documents officiels pour mieux comprendre la situation que les formateurs vivent, donc au niveau fédéral, cantonal, mais aussi au niveau des entreprises, comment la fonction elle est organisée, comment elle est aussi cadrée au sein des entreprises. Et ce qui forme le cœur de notre projet, les entretiens semi-directifs et les focus group. Donc les entretiens semi-directifs qui ont été menés auprès de 80 formateurs et formatrices en entreprise ou responsables de formation, je reviendrai sur la population d'enquête, et des focus group qui ont été menés auprès de 28 formateurs en entreprise durant leur formation des 40 heures. Et aussi, on a mené quelques observations, donc 38 formateurs ont été observés durant une journée dans leur travail auprès des apprentis. Donc, comme je disais, le cœur du travail se situe au niveau des entretiens qui ont été menés avec les formateurs. Et ces formateurs et formatrices qui ont été interviewés, ils présentent des profils très variés. Donc, notre population elle est caractérisée par une certaine hétérogénéité, mais qui reflète l'hétérogénéité présente dans la population des formateurs et formatrices de façon générale, même si elle n'est pas nécessairement représentative, puisqu'on est dans une perspective plus qualitative. Donc, les formateurs et formatrices rencontrés, ils travaillent dans des entreprises de différentes tailles, micro, petite et moyenne et grande entreprise. Ils occupent différentes fonctions, que ce soit des formateurs ou formatrices au quotidien, des responsables de formation, des responsables RH. David aura aussi l'occasion de revenir là-dessus quand il présentera les résultats. Et elles sont actives dans différents secteurs d'activité et ont des expériences aussi variées en termes d'années d'expérience ou de type d'expérience. C'était aussi notre volonté d'avoir une représentation assez large de ce que font et de qui sont les formatrices et formateurs en entreprise. Pour illustrer ces points, je voulais vous donner là la répartition des personnes interviewées selon la taille. Donc comme vous pouvez le voir, les grandes entreprises sont largement représentées, ce qui n'est pas nécessairement représentatif
du taux d'entreprise, de quelles entreprises sont très représentées dans la formation professionnelle, puisqu'en Suisse, ce sont plutôt les PME qui sont majoritairement actives dans la formation professionnelle, mais c'est dû aussi au fait qu'on a commencé par rencontrer des personnes dans les grandes entreprises et qu'elles ont répondu aussi très présentes. Mais après, on a aussi un certain nombre de micro, petites et moyennes entreprises. Mais ça, on en tient aussi compte dans l'analyse des résultats. Et voici la répartition sur le secteur, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais juste peut-être vous dire que par rapport à ça, pour l'instant, on traite nos données de façon transversale. On n'a pas fait nécessairement de différence selon le secteur, ça sera aussi des prochaines analyses à faire par rapport à ça. On pourra revenir aussi en discussion si vous le souhaitez. Et dernièrement, la répartition, comme je le disais, en termes de fonctions, où on a gardé 3 grands groupes, les formateurs au quotidien qui forment, comme leur nom l'indique, au quotidien les apprentis, les formateurs et qui sont aussi responsables, donc qui ont une tâche de coordination et de gestion du parcours de l'apprenti, et finalement les responsables de formation. Et je passe à David. Merci Barbara, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis également ravi d'être ici et de vous présenter ces quelques premiers résultats. Non, je reviens. Je ne peux pas, tant pis. Avant de vous plonger dans ces premiers résultats, peut-être que vous dire que, comme ça a été dit, les analyses sont en cours, donc on ne va pas évidemment pouvoir évoquer tous les résultats. Et Barbara vous l'a dit, c'est une population hétérogène, donc on a dû faire un choix ici. Et nous allons nous centrer, tant que possible, essayer de nous référer tant que possible à 2 critères, la taille de l'entreprise et la fonction concrète tenue par le formateur ou la formatrice dans son activité. Ici, à ce stade de nos analyses, effectivement, par exemple, le secteur d'activité ne sera pas vraiment pris en compte ou présenté comme un facteur qui différencierait les pratiques des uns et des autres. Quoi qu'il en soit, donc, nous vous soumettons des thématiques qui sont apparues importantes dans les entretiens. Vous avez vu qu'on a un projet très large, un spectre très large, donc là on a réduit, on va dire, à 3 grandes thématiques, qui sont la tension entre le pôle production et le pôle formation, les enjeux de reconnaissance et la satisfaction et le sens de la fonction. Voilà, on espère évidemment que vous vous y retrouverez, peut-être pas tout le temps, mais j'espère le plus souvent que ça fera résonner des choses par rapport à ce que vous vivez au quotidien. Je commence donc par cette première tension, cette première thématique, la tension produire-former. C'est une tension évidemment qui est théorisée par la littérature scientifique sur la question de l'apprentissage, et on est au cœur du système dual. Évidemment, si l'apprentissage se déroule en grande partie en entreprise, c'est bien pour que l'apprenti, je vais dire l'apprenti et pas la personne en formation, je suis old school aussi, c'est bien pour que cette personne soit formée au cœur de la production. Et on mise évidemment sur l'aspect formateur de l'immersion de l'apprenti dans un véritable contexte de production. On est vraiment au cœur du système ici. Cela dit, vous le savez bien, c'est un peu plus compliqué que ça. Et il est parfois, souvent, difficile de coordonner l'activité de production d'une part et l'activité de formation d'autre part, ne cohabitent pas si facilement, car elles impliquent des registres d'activités différents, en termes de rythme, de temps, de qualité de travail fourni, de type de communication. On ne sera pas forcément sur le même mode quand on est en formation, quand on est dans sa production plus classique. Le formateur ou la formatrice en entreprise porte donc, comme il nous l'a été dit assez souvent, cette fameuse double casquette, celle qui participe de la formation évidemment, mais aussi celle d'employé qui doit malgré tout produire, fournir un service, une prestation, dans un contexte où la pression au rendement est quand même passablement et assez souvent forte. Voilà, donc quel rôle privilégier, comment articuler ces différents registres, tant en ce qui concerne l'activité de l'apprenti et du formateur ou de la formatrice elle-même. Voilà, donc là il y a une citation un peu qui montre ça de manière générale. Le problème c'est d'avoir plus de temps, donc le temps vous verrez que c'est assez récurrent. On doit former tout en étant efficace par rapport à notre travail aussi, alors c'est vrai que c'est pas comme dans une école où on ne fait que ça. Voilà. Donc il y a cette idée-là, c'est quelque chose qui est assez fort quand même, c'est travailler, produire et en même temps former. Donc on va un peu approfondir ceci. Voilà. Quand la production prime, c'est
quelque chose qu'on a entendu dans tous les types d'entreprises, petites, moyennes, micro, grandes. Dans certains cas, les contraintes de production, de rendement, imposent de facto leur logique. On n'a pas le choix. Période de stress, de surcharge, contingence de l'économie, du marché, il faut y aller. Et là, effectivement, il faut fixer des priorités. Un des enjeux pour ces personnes, c'est de gérer cette urgence, cette surcharge, sans le faire au détriment de l'apprenti, de sa fonction formatrice. Pas que cette fonction devienne la chose en plus qu'on fait quand nos tâches de production nous ont laissé un peu tranquilles. Voilà, si vous regardez la première citation, c'est assez explicite. Hein. J'étais dépassé par le travail et il faut quand même ne pas oublier l'apprenti. Il faut aussi le cantonner à des tâches plus répétitives où il sait travailler un peu tout seul. Donc vous voyez que ce choix fait sur l'activité même de la personne formatrice a un impact sur l'activité de l'apprenti. Et là, c'est quelque chose d'assez important à souligner, y compris la façon dont on dose l'activité de l'apprenti par rapport à des impératifs de production. On ne peut pas mettre un apprenti en première année ou une apprentie sur quelque chose peut-être de trop compliqué. Il y a la question du temps, il y a la question du coût des matières premières, etc., du rapport à la clientèle. Voilà, de telles questions apparaissent assez souvent. Plus spécifiquement, c'est mon deuxième point ici, dans les moyennes et grandes entreprises, on a vu que si les contraintes économiques sont là, c'est souvent médiatisé dans les propos des personnes que nous avons rencontrées par les objectifs fixés par le management, par la direction, entre le pôle production et le pôle formation. Entre eux, évidemment, on a le choix politique fait par l'entreprise de s'investir ou non et comment dans la formation. Et c'est l'objet de la deuxième citation, même dans les offices de formation spécifiques dédiés à la formation, qu'on rencontre parfois dans certaines entreprises, la pression à la production est très forte. Voilà, vous voyez ici, on a pris l'option de gérer le local de formation comme si c'est un secteur à part entière. Si on fabrique un produit fait par les apprentis qui va être vendu, il a les mêmes contraintes qu'un produit fabriqué par une autre filière de l'entreprise. C'est bien, mais c'est assez lourd à porter. Vous la ressentez de nouveau ici, cette tension, un équilibre difficile, délicat à trouver entre ces deux logiques. Voilà, il se trouve que la personne formatrice a d'autres tâches que les moments explicites de formation et de transmission, qui sont évidemment le cœur de cette fonction. On en a isolé quelques-unes, repéré ici quelques-unes, que je vais très vite passer en revue. Coordination et organisation, pour les responsables de formation, mais pas seulement. Il s'agit de gérer le parcours de l'apprenti, son accueil, son évolution, comment il circule dans les différents services de l'entreprise et quelles tâches il va le faire dans une temporalité. Mobiliser les collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise pour qu'ils prennent en charge aussi, qu'ils travaillent avec cet apprenti. Deuxièmement, il s'agit de sensibiliser les collaborateurs et les collaboratrices. Les responsables nous ont dit souvent qu'ils devaient sensibiliser les employés qui perçoivent parfois, dois-je le dire, la formation des apprentis, comme la dernière des priorités. C'est un peu, quelqu'un nous a dit ça, la dernière roue du carrosse. C'est les problèmes qu'ils prendront en dernier si on veut bien. Donc il y a un travail fort de sensibilisation à faire parfois auprès des collègues. Il y a le soutien, effectivement, au-delà de la stricte formation des apprentis dans les différentes expériences, épreuves qu'ils traversent, que ce soit sur le plan de l'école, du cursus, des exigences scolaires, mais pas seulement. Comme on l'a dit, c'est aussi un accompagnement vers la vie adulte, avec tout ce que ça suppose parfois de soutien. Ensuite, travail de réseau très important, évidemment, avec les différents acteurs du système de formation, les experts, les autres entreprises, les commissaires d'apprentissage, et aussi les parents, évidemment. Et finalement, les tâches administratives, alors on les a mis en gras parce que la citation reprend cette thématique, mais aussi parce qu'elles ont été passablement évoquées, et pas toujours de façon très positive par les personnes que nous avons rencontrées. Elles sont jugées lourdes et se mariant difficilement avec les contraintes de production. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a un enjeu de dispersion aussi autour de toutes ces activités. Là, je ne vais pas lire toute la citation, mais c'est assez explicite. Le classeur, il faudrait que je mette des croix partout, toutes les semaines. C'est pas ça la réalité des entreprises qui forment, on n'a pas le temps de faire ça. Voilà.
Je vous livre ceci comme ça, vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment, mais il y a quelque chose aussi quand même ici peut-être à réfléchir. Voilà, on a vu le pôle, quand le pôle production prime, ne pas oublier aussi que le pôle formation est évidemment important, ne serait-ce parce qu'il y a des contraintes externes fortes, dues effectivement au fait qu'on est dans un cadre quand même très formel. Il y a une école, il y a un contrat d'apprentissage, il y a des ordonnances des plans de formation, on engage, 10 minutes, merci, ça va être chaud, on engage, il y a l'engagement de l'entreprise. Donc effectivement, ces contraintes existent et font que l'absence des apprentis, par exemple, peut être jugée comme problématique quand ils sont à l'école et qu'il faut gérer leurs absences dans le planning de formation. Ce qui est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'ils sont jugés comme utiles et utiles à la production. Voilà. On va mettre en évidence peut-être davantage le deuxième point. Au-delà des contraintes, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a vraiment un choix, une posture, une façon d'incarner cette fonction. Les apprentis sont là pour apprendre un métier, réussir leurs examens. Nous sommes là pour leur transmettre ce métier, les mener à la réussite de cet examen. Parfois, cette fonction formatrice frise presque la mission. Hein. Il y a une mission formatrice, parfois intérieurement ressentie, assez forte. La deuxième citation montre que, quand bien même on le veut, c'est pas évident. Hein. Cette personne dit que c'est son but premier, mais avec tous ces... bon voilà, vous avez des objectifs, et puis si on n'atteint pas les objectifs, ça va pas. Donc on retrouve toujours cette tension. Voilà, je termine ce point avec quelques souhaits et enjeux. Je vais peut-être passer directement sur le deuxième, vu que le temps court, et vu que justement ça parle du manque de temps. C'est pas une surprise, hein. Vous l'avez vu, c'est déjà passablement évoqué. Manque de temps pour exercer la fonction, pour l'exercer correctement. C'est pas une spécificité due à cette fonction. J'imagine que nous sommes nombreux ici à courir après le temps dans nos activités professionnelles, mais elle se colore peut-être de façon particulière du fait de cette double casquette entre production et formation. Et cette contrainte de production qui se concrétise souvent par « je manque de temps pour ma fonction formatrice », avec effectivement les sentiments de frustration et de déception que ça peut impliquer, comme le montre la deuxième citation. Voilà, donc là derrière il y a un enjeu fort, c'est le temps alloué aux formateurs et formatrices pour cette fonction dans un cahier des charges qui soit réaliste. D'où le lien avec la deuxième thématique que nous allons évoquer maintenant, la reconnaissance, les enjeux de reconnaissance. Voilà. C'est une thématique qui a été beaucoup évoquée, à de nombreuses reprises, et on va dire que globalement, on est face à une reconnaissance incertaine, un peu aléatoire, variable selon les fonctions, selon les entreprises, selon les tailles d'entreprise. Donc il y a quelque chose à penser, évidemment, ici. Et avant de revenir sur le cahier des charges, peut-être un mot sur la reconnaissance plus informelle que vous voyez ici. Il y a un enjeu de légitimité, souvent, qui nous a été dit. Hein, des soupçons. La formation est une planque. D'autres ont dit mes collègues pensent que je me la coule douce. Donc il y a un enjeu de légitimité auprès des collaborateurs et des collaboratrices, dans certains cas, qui finalement se lie ou se révèle par la relative invisibilité du travail de formation au sein des entreprises. C'est difficile à quantifier, justement parce qu'on n'est pas dans le même registre que la production. Et ça, je pense que c'est très important de le rappeler, de le saisir. Perdre du temps, entre guillemets, refaire, expliquer, montrer, mener l'apprenti à comprendre de lui-même, à apprendre de ses erreurs, le conduire à l'autonomie, ce sont des activités essentielles de la formation, mais très difficiles à quantifier, qui ne sont pas forcément visibles. D'où cette espèce de frustration et d'écart. Voilà. Quelles sont les sources de reconnaissance ? Je vais aller assez vite là-dessus pour pouvoir aussi parler un peu de la satisfaction. De manière très caricaturale, on va dire, la reconnaissance vient plus du bas que du haut. Elle est souvent reconnue, enfin trouvée auprès de l'apprenti, dans le quotidien, qui remercie, où on le voit apprendre, on le voit évoluer, et pas seulement dans le quotidien, mais au moment où cet apprenti réussit son examen,
effectivement, passe son CFC. Il y a quelque chose qui se passe là, et c'est une reconnaissance assez forte. Mais cette reconnaissance est également, par l'apprenti, est également source de pression. Hein? Quelque part, l'apprenti, quand il réussit, ou il réussit moins bien, il engage aussi la réputation de l'entreprise, et donc du formateur ou de la formatrice. Et on a là un double paradoxe. La source de reconnaissance principale est également un fort facteur de pression. Premier paradoxe. Et deuxième paradoxe, la relative invisibilité du travail quotidien de formation est à mettre en balance avec la visibilité de l'apprenti, sa pratique. On voit ce qu'il fait, son attitude au quotidien, son professionnalisme ou son manque de professionnalisme, sa réussite, son adaptation à l'entreprise, etc. Et évidemment, le formateur ou la formatrice assume une part importante de cette responsabilité. Voilà, donc la reconnaissance formelle, variable, on l'a dit, selon les entreprises, selon les situations. Là, effectivement, on a mis une citation d'une personne un tout petit peu remontée. Hein. À titre personnel, quand vous êtes formatrice en entreprise financièrement, dans votre salaire, ça compte pour 0,0. Voilà, on vous a mis quelque chose d'un peu offensif comme ça, hein. Tout le monde n'est pas forcément aussi revendicateur, mais il y a quelque chose là derrière. La reconnaissance, le déficit de reconnaissance se lie beaucoup dans la façon dont cette fonction est formalisée ou non au sein de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a vu notamment? L'absence de statut ad hoc attribué à cette fonction, l'absence de décharge pour le temps investi à former l'apprenti, l'absence de rémunération ou de prime pour cette fonction, et plus spécifiquement, il est souvent fait état d'une insuffisante ou inexistante formalisation de toutes les tâches formatrices dans un cahier des charges, dans un règlement. Nous avons ici, pensons-nous, un enjeu assez majeur aussi par rapport à cette question de reconnaissance et de visibilité de cette fonction centrale, mais comme on l'a dit, parfois un peu oubliée. Voilà. Comme un plaidoyer pour la reconnaissance, cette dernière citation, voilà. À mon avis, il faut que ce soit quand même reconnu, valorisé au sein des entreprises, par du temps, dans les objectifs, ou alors que le salaire, ou alors dans la journée, mais il faut qu'il y ait quelque chose pour que les gens aussi, ils aient envie de le faire. Donc reconnaître la nécessité de cette fonction pour la pérenniser, mais aussi pour faire face peut-être mieux à cette fameuse tension produire-former, discutée tout à l'heure. Osons-nous parler de professionnalisation de cette fonction? À voir. Voilà, finalement, pour vous montrer qu'il n'y a pas que des choses difficiles, quelques éléments de satisfaction. La reconnaissance qu'on vient d'évoquer, évidemment, elle est garante de sens et de satisfaction. Elle est même essentielle, c'est une composante essentielle d'une identité professionnelle. Être reconnu dans son travail, la sociologie et la psychologie du travail s'accordent là-dessus, la reconnaissance est très importante pour ça. Mais quels sont les autres facteurs de sens et de satisfaction qu'on peut mettre en évidence? On vous en propose quelques-uns ici, que je vais vite passer en revue sans les détailler, mais pour vous rappeler toute l'ambiguïté ou la complexité de cette fonction. On a vu qu'elle était traversée par de fortes tensions, qu'elle était cible d'une reconnaissance passablement aléatoire. Il n'empêche que c'est une fonction où les personnes que nous avons rencontrées trouvent une satisfaction, un réel plaisir. Ils sont contents de faire ça. Voilà. Donc quelque part, essayons de prendre cette fonction dans cet aspect-là complet. Il y a des tensions, il y a des satisfactions, il y a des enjeux de reconnaissance. Et donc pour terminer, effectivement, on a thématisé ça de manière assez, on va dire, assez basique pour le moment. Voir les jeunes progresser, évoluer, réussir. Voilà, là vous avez des belles citations, hein, effectivement. Quand on me dit que mon apprenti, quand on me félicite sur mon apprenti, quand on parle de son professionnalisme, réussite à l'examen, cette personne qui dit qu'à chaque fois, personne ne sait, mais elle pleure, d'émotion et effectivement. Alors là, derrière, il y a de la satisfaction, mais il y a aussi de la reconnaissance, évidemment, quelque chose de, voilà, un retour sur investissement. Et le cœur de la fonction, évidemment, les moments de transmission, d'accompagnement, de suivi, le plaisir de transmettre un métier. Et puis cette idée, on va peut-être s'arrêter sur ces deux points-là, comme on disait tout à l'heure, de les amener quelque part, de contribuer à leur progression vers la vie adulte, les faire grandir. Voilà. Se sentir utile et pas seulement transmettre un métier, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est notamment dans ces dimensions que la satisfaction de ces personnes formatrices s'exprime. Barbara, je te remercie.
Donc en guise de conclusion, mais aussi d'ouverture à la discussion, on voulait vous donner quelles sont les perspectives d'analyse. Clairement, une poursuite de l'analyse des conditions de travail des formateurs et formatrices en entreprise, aussi la question des trajectoires, des tâches au quotidien, aussi de faire ressortir plus finement quelles sont toutes les tâches faites par le formateur, mais aussi cette question de socialisation, qui mettra aussi en évidence la richesse de l'activité du formateur et le rôle central dans la préparation des jeunes au monde du travail. Et finalement, on voulait vous proposer déjà quelques premières pistes de réflexion et d'action. Donc aussi en lien, je vais laisser aussi cette slide pour la discussion, donc aussi en lien avec ce qui a été présenté. Donc on a vu cette question de la reconnaissance, elle est centrale, et on peut se poser la question, alors comment faire pour reconnaître davantage le formateur et la formatrice en entreprise. Donc on a pensé à quelques pistes, que ça soit au sein de l'entreprise, donc comme aussi l'a noté David, par rapport à l'inscrire dans un cahier des charges qui soit réaliste, à la fois par rapport à l'activité du formateur et de la formatrice, mais aussi par rapport à l'entreprise. Il y a toujours ces deux côtés aussi à prendre en compte. Aussi favoriser le travail commun du formateur, mais aussi des autres personnes qui seront engagées dans la formation, donc des personnes qui sont engagées de façon officieuse dans la formation des apprentis. Et aussi à l'extérieur de l'entreprise, ce type aussi de journée peut-être répond à ça, à faire reconnaître cette fonction. Les formateurs et formatrices existent et ils font un travail central dans la formation des jeunes. Mais bien sûr, toujours autour de ça, ça demande aussi un soutien des entreprises formatrices pour pouvoir qu'eux-mêmes soutiennent les formateurs et formatrices en entreprise. Voilà, donc on a quelques minutes, j'espère, pour vous entendre.